Bonjour tout le monde, salut, c'est Sylvain. Bienvenue dans ce nouveau live durant lequel nous allons aborder une thématique un peu spéciale pour beaucoup de monde puisqu'il s'agit du thème de la mort. Alors on verra qu'il y a bien des variantes possibles et bien des applications en termes de domaine. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, on va regarder un petit peu au niveau de la technique pour voir si vous m'entendez bien et déjà si vous me voyez bien. Donc n'hésitez pas à me le dire si des fois vous voyez qu'il y a un petit bug au niveau de la retransmission. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible au début, comme ça on n'y revient pas après. Alors, oh, c'est parfait, ça va. Ok. Alors je vais juste laisser les gens un petit peu arriver tranquillement puisque à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines semaines, effectivement les lives vont se mettre à 10h heure du Québec et 16h heure de France. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, il y a des ateliers qui vont commencer le dimanche à midi. Donc je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Donc, alors, regarde juste ça là, pour être bien sûr que tout se passe bien. Où est-ce que je suis passé? Je me suis perdu. Ok, c'est beau. Donc, bienvenue à vous. Bon dimanche pour ceux qui me voient aujourd'hui en direct. Pour ceux qui me verront plus tard, bonne journée et bon moment pour vous. Pour le moment, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une thématique, alors, un peu chatouilleuse, on va dire, puisque la thématique de la mort a eu énormément d'impact dans toutes les cultures et chez la plupart des gens, puisque elle revêt bien des symboles et elle se met en perspective de bien des situations. On peut parler en termes de personnes, on peut parler en termes de situations, on peut parler en termes d'état, on peut parler en termes de plein de choses. Et on va voir comment ça prend le pas sur nous, sur notre façon de fonctionner, sur notre façon de voir le monde, et voir l'impact que ça peut avoir, aussi bien ici et maintenant, quand on est en train de vivre cette expérience, mais je dirais un peu plus loin même, comment ça impacte notre façon de vivre au quotidien quand on est dans la projection de celle-ci. Et c'est là où ça va devenir, on va dire, intéressant. Alors, je trouve toujours beaucoup de choses passionnantes et intéressantes parce que j'aime ça prendre du temps pour explorer des choses avant même qu'elles ne se produisent. Particularité, c'est qu'on n'est pas dans une problématique d'anxiété dans cette dynamique-là, puisque on est dans une attitude consciente, et c'est un travail, on va dire, de fond qui va être fait pour justement se familiariser avec différents états, que ce soit conceptuel ou physique, c'est-à-dire, encore une fois, voir comment on vit l'expérience, qu'elle soit ici et maintenant ou qu'elle soit dans sa prévision. Alors, la thématique de la mort est toujours très intéressante puisqu'elle nous permet d'aborder différents questionnements vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis de son environnement aussi, que ce soit au niveau des personnes ou, comme je le disais, des situations. Pour différentes raisons, au niveau de l'histoire, il y a eu une évolution assez intéressante à ce niveau. La plupart des cultures traditionnelles anciennes ont absolument pas la même approche que nous, on va dire moderne, par rapport à la mort ou à la fin de quelque chose. Pour la bonne et simple raison, c'est que il y avait cette forme de sagesse-là, de connaissance-là, de familiarité avec la proximité de cet état dans le quotidien des gens, des situations. Aujourd'hui, et ça c'est un petit peu dû à cause de notre histoire aussi, notamment avec la religion, qui a amené effectivement une forme de crainte là-dedans. Et après, au-delà de la religion, il y a toujours effectivement une notion de perte, de deuil, d'appréhension qui vient se manifester et qui fait en sorte que justement on préfère la redouter, voire même l'occulter, plutôt que d'y faire face et de se familiariser avec. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir la première des choses, la première des parties en lien avec cet aspect-là de la vie, qui est que justement, elle fait partie de la vie. Quand on regarde un petit peu la tradition orientale, quelle qu'elle soit en fait, on n'aborde jamais la mort de par elle-même découpée du reste. C'est toujours partie prenante du vivant,
du phénomène de la vie, puisqu'on est toujours dans une dynamique cyclique. C'est-à-dire, à partir du moment où on est, donc où on apparaît, on va forcément avoir une notion d'évolution dans un temps donné, dans un cycle donné, qui va faire en sorte qu'il va y avoir, comme on l'avait abordé dans le live du temps, différentes étapes dans cette dynamique-là. C'est-à-dire il va y avoir une naissance, il va y avoir une évolution, il va y avoir une apogée, il va y avoir un déclin, puis il va y avoir une mort. Mais ce n'est pas un circuit qui est séparé de quelque chose, c'est un ensemble. Il faut toujours prendre en compte ce que la nature nous montre. Et c'est pas parce qu'une idée va à l'encontre de la nature qu'elle est meilleure ou qu'elle est fausse, mais plutôt ça va nous permettre de nous donner un point de repère qui va nous amener à mieux conscientiser le fonctionnement des choses. Quand nous naissons, alors on est trop jeune pour avoir une idée de concept, mais quand on commence à grandir, on commence à s'apercevoir comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les choses, puis on s'aperçoit qu'il y a des cycles qui s'installent. Et on va s'apercevoir aussi que, dépendamment où on est situé dans ce cycle, on va voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, comme pour toute chose, beaucoup d'éléments sont possibles, mais il va être à notre portée de pouvoir nommer ces états, de pouvoir conscientiser ces états-là, pour pouvoir justement mieux se préparer à celui qui s'en vient. La seule donnée qu'on n'a pas, c'est ce qu'on voyait dans la notion de temps la dernière fois, c'est justement la notion de fréquence et la notion de temps. C'est-à-dire, oui, on est dans cette étape-là, mais on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et on ne sait pas non plus l'intensité que celle-ci va avoir. Mais par contre, on sait qu'on est dans cette étape-là. Donc ce qui va être intéressant avec la notion de mort, c'est que à partir du moment où on prend conscience qu'on est vivant, on sait très bien qu'il va y avoir tout un tas d'étapes qui vont nous amener inévitablement à cette étape-là aussi. Par contre, à aucun moment, elle n'est considérée comme une fin définitive. Alors on va y revenir parce qu'il va y avoir tout un tas de croyances, il va y avoir tout un tas de concepts qui vont être liés à la notion de la mort. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'avant d'aborder la notion de mort de personne, on va dire, on va commencer par tout ce qui va être, on va dire, conceptuel, au niveau de la pensée et au niveau de notre quotidien. La mort, c'est pas juste à la fin de notre vie, quelle que soit sa durée. On assiste à des morts tous les jours. On assiste à la mort de quelque chose à chaque instant quasiment. Quand on est un petit peu attentif à soi-même et à ce qui est autour de nous, on voit tout de suite que la nature nous donne d'excellents conseils, d'excellentes leçons au niveau de la mort, au niveau des cycles et au niveau de l'appréhension, de la façon dont on va pouvoir appréhender cette dynamique-là. Si on prend la nature, par exemple, on a 4 saisons principales connues. Certaines cultures ajoutent des saisons entre guillemets intermédiaires pour avoir des aspects un petit peu plus précis au niveau des saisons, mais c'est quelque chose qui va être capable d'être reproduit et répercuté sur n'importe quoi. On a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. L'hiver, on l'associe tout de suite à la mort, puisque c'est un état d'introspection, de retour à soi, et c'est quelque chose qui vient comme induire une notion du la nature est en sommeil, elle est quasiment considérée comme morte pour certains. Alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir un printemps qui s'en vient et avec un renouveau qui s'installe. Au niveau d'un être humain, c'est exactement le même principe, puisqu'on est basé sur un principe évolutif tiré de la nature, donc il n'y a aucune séparation là-dedans. Mais c'est aussi valable pour des idées, pour des états, pour des ressentis, pour une douleur, pour n'importe quelle autre chose en fait. Il va y avoir toujours l'apparition de quelque chose, une évolution, un état, on va dire, qui donne une forme de plateau, une apogée, puis une mutation, une forme de déclin ou encore une forme d'évolution, dépendamment du point de vue. Et ensuite, on va avoir effectivement la phase finale, entre guillemets, de mort ou de renouveau. Puisqu'en général, on peut appeler ça aussi une forme de recyclage aussi. Puisque tout ce qui est contenu là-dedans, rien ne se perd, rien ne disparaît d'une manière ou d'une autre. C'est toujours une transformation. Alors, on va avoir aussi la notion d'attachement qui va entrer en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on s'habitue, nous, humains, à certaines choses qui font que, de par répétition, on les considère comme acquises et qui font que, dès qu'elles se transforment, on a une notion de perte et on a une notion, on va dire,
de détachement ou au contraire d'attachement, dépendamment du point de vue et de notre situation, qui va faire en sorte que ça pourra générer ou non une souffrance. Et donc là, on voit très bien qu'en fait, au final, la façon dont se transforment les choses, plus on s'est attaché à elle, plus elle va être souffrante. Et ce qui va se passer, c'est que plus on prend du temps pour expérimenter les choses pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce qu'on aime qu'elles soient. Ce qui fait qu'au final, on va s'amuser. Alors je dis s'amuser parce que ça c'est propre à moi. Moi je sais que j'ai toujours une notion, on va dire, un peu plus curieuse des choses. Mais c'est ce qui se passe quand on est attentif au déroulement des choses et des différents états qui nous composent et qui composent notre environnement. On s'aperçoit que naturellement, il y a toujours une mutation, il y a toujours une évolution. Tout change, tout le temps. Et en fait, il n'y a aucune exception là-dedans. Et c'est ça qui va devenir intéressant, parce que finalement, plus on se familiarise avec de petites choses dans notre quotidien, plus quand on a des événements un peu plus importants, on va tout de suite les reconnaître et on va tout de suite pouvoir mieux les appréhender pour mieux passer au travers. On est des êtres qui ont une fâcheuse tendance à avoir besoin de sécurité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit, on va dire, symbolique, de par notre mental. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir aussi que, dépendamment de ce qu'on vit, il y a des choses à observer qui vont nous permettre de anticiper un petit peu ce qui s'en vient. Et c'est ça qui va devenir particulièrement formateur pour nous. Est-ce que je peux me familiariser avec toutes les petites fins, avec toutes les petites morts que j'ai ou générées ou subies dans mon quotidien pour faire en sorte qu'effectivement, quand j'arrive à de grandes épreuves de ma vie, et finalement, je sois déjà familiarisé avec ce domaine-là. Ça n'empêche pas d'avoir quand même accès à ces émotions particulières. Après, on verra dans les exercices de tantôt qu'il y a différentes façons de vivre une expérience et que, en fait, il est inutile de vous dire comment vous allez le vivre parce que chacun va le vivre à sa manière. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer la plupart du temps dans la plupart de mes interventions, c'est non pas comment vous devriez vivre une situation, mais plutôt mettre l'accent sur comment vous vivez vous-même votre situation et de vous accueillir là-dedans. Comment est-ce que vous écoutez ça? Comment vous percevez ça déjà? Et comment on essaye de le vivre sans tomber dans une interprétation? Pourquoi? Parce que là, encore une fois, c'est un défaut de notre mental qui a toujours tendance à vouloir copier des comportements qu'on va juger comme normaux, alors que peut-être nous, dans notre nature propre, c'est peut-être justement contre nature. C'est pas ça qu'on est en train de vivre. Donc c'est le problème de la généralisation, alors qu'en fait, on est tous uniques en soi. Oui, on a 2 bras, 2 jambes, une tête, 2 yeux, etc. Ça, c'est le modèle humain en tant que tel. Mais notre façon d'appréhender le vivant, d'appréhender une situation, de nous appréhender nous-mêmes aussi, va être propre à chacun. Il va pouvoir y avoir, on va dire, des points communs, mais ça ne veut pas dire qu'on doit réagir absolument de la même manière. Et c'est ça qui va être très intéressant parce que plus on se familiarise avec cette notion-là, plus on aura de capacité d'avoir une perception neutre et on va dire indépendante de ce qui se passe réellement. Et c'est là où ça va devenir, on va dire, pertinent de devenir attentif à ce qu'on vit dans notre quotidien. Comment on fait pour appréhender, on va dire, une mort, la fin de quelque chose? C'est ça qui devient intéressant. Je pourrais vous donner des heures de texte, on va dire, de réponses toutes faites. Mais ce qui va être intéressant, en fait, c'est comment vous vous percevez, par exemple, face à la fin de quelque chose. Alors, bizarrement, on ne réagit pas de la même manière quand c'est la fin de quelque chose que vous n'avez pas forcément eu le temps de vous familiariser avec. En général, dans ces cas-là, on dit c'est comme ça, c'est la vie, et on passe au travers. Par contre, on fait la même démarche, mais avec quelque chose qui est très familier, très proche, qui peut être, ça peut être un objet, ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, bien évidemment. Mais là aussi, il y a des catégories, entre guillemets, dans les personnes qui vont être dans la notion du est-ce que c'est quelqu'un que je côtoie depuis longtemps, un collègue de travail, un ami, une connaissance, ou est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce que c'est un cousin éloigné que j'ai vu 2 fois dans ma vie? Ou est-ce que c'est mon frère, ma mère, mon enfant, peu importe.
les réactions ne vont pas être les mêmes. Elles vont être proportionnelles au niveau d'attachement que l'on a avec cet objet-là, on va dire. Je vais prendre objet comme terminologie, puisque on a l'habitude naturellement de parler à des personnes, mais en fait, on le vit au quotidien avec une quantité de choses incroyables. Donc le but, c'est de ne pas séparer les choses, mais c'est de, au contraire, réenglober le tout pour essayer de mieux voir, mieux percevoir, entre guillemets, comment se vit l'expérience de la mort plutôt que de comment on pense la mort. La mort, ce n'est pas un concept qu'on s'imagine en tant que tel, c'est un état de fait. C'est-à-dire, il y avait quelque chose dans un état dans lequel on s'est habitué, puis tout d'un coup, cet état n'est plus. Et là, du coup, c'est une perte. Donc là, en général, on déboule sur la notion de tristesse, on déboule sur tout un tas d'autres émotions qui vont embarquer. Mais ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on pourrait, au lieu d'embarquer dans la mémoire et de dire ah, effectivement j'aurais dû faire ci, j'aurais dû profiter de ça, j'aurais de mieux améliorer ma présence avec, est-ce que si plutôt, parce qu'en fait ça sert à rien, hein, c'est trop tard, donc c'était avant qu'il fallait le faire, mais si plutôt on appréhendait ce moment, cet état-là. Et quand je dis appréhender, c'est pas dans le sens qu'on a aujourd'hui appréhendé avec une notion d'appréhension, c'est appréhender, c'est une notion de familiarité avec. C'est est-ce qu'on peut appréhender cet état-là avec une forme de curiosité pour ce que c'est réellement? Est-ce que je peux être disponible pour moi-même pour vivre cette expérience? Oui, elle est douloureuse. Oui, elle est peut-être pas forcément douloureuse, ça dépend des points de vue, là encore une fois. Mais est-ce que je peux me rendre disponible pour cette expérience-là, qui est là, plutôt que de ressasser des souvenirs qui n'ont pas leur place pour l'instant, puisque pour l'instant, je suis en train de vivre déjà une expérience particulière. Plus tard, j'aurai du temps pour le souvenir. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut se familiariser avec cette situation-là? C'est déjà beaucoup comme exercice ou comme présence, on va dire. Ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire comment, d'un état que l'on connaissait, donc d'une personne que l'on côtoyait ou d'une situation à laquelle on était familier puisqu'elle était présente, on passe à une situation où cet objet-là n'est plus, et donc du coup on est face à l'inconnu. C'est-à-dire que c'est une remise en question aussi de soi, c'est-à-dire qui je suis, non plus dans cette relation-là, mais sans cette relation-là. Et on pourrait aller plus loin aussi, c'est qui je suis, non pas sans cette relation, parce que cette relation, en fait, elle a juste changé. C'est l'objet qui a changé. C'est-à-dire que j'ai une relation avec un vivant qui pourra toujours continuer, même si le vivant n'est plus. Je suis toujours en relation avec non plus le vivant en lui-même, mais avec le souvenir que j'ai de ce vivant. Et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire, est-ce que ça modifie fondamentalement ma façon d'être, soit par rapport à la personne, soit par rapport à l'objet, soit par rapport au souvenir d'eux. Est-ce que de aimant, je deviens rancunier ou colérique ou autre chose? Est-ce que juste parce qu'il a changé d'état, qui bien souvent c'est pas de sa faute non plus, ça fait changer mon point de vue? Et pourquoi? Mais on ne veut pas une réponse mentale, on veut encore une fois une réponse expérientielle. Qu'est-ce qui est vécu en ce moment et qui me permet d'explorer ça, juste pour voir. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est de voir le rapport qu'on a avec les choses. C'est ce qu'on appelle la notion de relation. Quelle est la relation? Comment je perçois ma relation? Comment je perçois l'évolution de la relation? Et surtout, comment je perçois l'évolution de l'objet de ma relation? Ça peut paraître bizarre comme ça peut paraître froid, mais en fait, pas du tout. C'est au contraire quelque chose qui va amener un peu plus de proximité, de chaleur, de curiosité, et même de présence avec justement cet objet-là, ou cette personne-là. Et en fait, c'est ça qui va amener une notion de authenticité, je dirais. Quelque chose qui va nous amener à, ok, j'ai perçu que oui, effectivement, rien ne dure jamais, c'est un cycle, ça va évoluer, donc la personne évolue, j'évolue, la relation va évoluer. On sait très bien que tout finit toujours, à un moment ou à un autre.
tout va se recycler ou va se transformer en quelque chose d'autre. Il y a la faculté de occulter ça, c'est-à-dire je ne veux pas voir, je prends le meilleur pour l'instant et je le transpose sur l'avenir, quitte à occulter les changements qui sont déjà en train de s'opérer. Et donc là, je suis déjà encore en train de voir ce qu'on appelle en pleine conscience la réalité versus l'idée que je me fais de la réalité. C'est-à-dire, est-ce que je préfère voir et être dans ce qui est réellement là, ou est-ce qu'au contraire, je préfère me construire une idée de ce qui est là, au détriment de la réalité. Ce qui fait que quand je vais me retrouver à nouveau confronté à la réalité telle qu'elle est, je vais me prendre un méchant retour déjà, puis c'est surtout que ça va être extrêmement souffrant. Alors que quand je suis très attentif à ce qui est réellement là, au moindre petit changement, c'est un sujet de curiosité et c'est ce qui pourrait éventuellement nous permettre d'aller plus creux, plus en étroitesse, en collaboration avec ce qui est là. Et c'est ça qui va devenir intéressant puisque c'est ça qui va permettre d'approfondir une relation, quelle qu'elle soit. Une personne ou un objet, comme je rappelle. Hein. On peut très bien être en lien avec un objet particulier qui fait en sorte que c'est très important pour nous, cette relation-là. Et donc c'est ça qui va nous permettre aussi d'être plus enclin à mieux percevoir et mieux être disposé pour cette relation-là. Donc ça, c'est super important. En appréhendant ce qui s'en vient, on pourrait mieux vivre maintenant, parce qu'on sait que ça va être une fin. Si on occulte la fin, on part du principe indirectement, voire inconsciemment, que ça va durer toujours. Le toujours est à échelle humaine, on le sait. Mais est-ce que si je me dis, ok, j'ai une relation là, par défaut, elle va finir. Ça n'est pas que je suis défaitiste et que je vais faire en sorte qu'elle va finir. C'est que c'est dans la nature des choses. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va finir de par elle-même, de par la mort des deux personnes, ou est-ce qu'elle va finir de parce que les chemins se séparent, ou parce que une autre raison, un des deux ne veut plus, ou décède, ou autre raison. C'est ça qui va être important de regarder. Est-ce que comment je réagis en fait face à ça? Qu'est-ce que je vis? Le but, c'est pas de le nommer nécessairement, mais plutôt de le ressentir. Qu'est-ce que je suis en train de vivre dans cette situation-là? Qu'est-ce que je suis en train de créer, que ce soit dans la relation en tant que telle, ou que ce soit dans ma tête? C'est-à-dire, je me crée une relation virtuelle avec cet objet ou avec cette personne, et je ne veux pas voir quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne fonctionne plus, quand il y a différentes problématiques. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans des problèmes relationnels. En fait, on occulte certains aspects de cette relation pour faire en sorte de se dire que tout va bien. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est déjà en train d'amorcer une suite sur la relation. Donc c'est ça qui va être important. Voir quel est l'état dans lequel je me place pour mieux apprécier ce qui est là, en termes du vivant, mais aussi en termes de ce qui s'en va ou de ce qui est parti. Si on le fait, si on revient par exemple avec la notion des personnes, si par exemple on assiste au dernier moment ou au dernier jour d'une personne, c'est comment on va teinter la qualité de notre présence et de notre état d'esprit, voire émotionnel, par rapport à la situation. Est-ce que on passe notre temps à ruminer notre ancienne vie, ou est-ce que on lui en veut parce qu'il nous empêche de par son état de continuer celle qui avait commencé et celle qui était déjà là, donc cette forme de perfection ou peut-être même d'imperfection, peu importe. Donc on voit comment finalement on ne se rend plus disponible pour ce qui est là, pour profiter de ce moment-là, mais on est déjà en train de monter dans notre tête. Et après coup, une fois que la personne n'est plus là, comment on entretient cette relation, même si la personne n'est plus là. Et c'est là où ça devient intéressant. Le but, c'est pas de remplacer la personne par une image comme c'est tomber dans le déni à ce moment-là, mais plutôt transformer la relation pour non plus être avec la personne en tant que telle, mais plutôt être avec le souvenir de la personne.
Donc c'est là où on commence à toucher certaines notions particulières qui font apparaître la terminologie d'immortalité et d'éternité, c'est-à-dire comment quelqu'un peut devenir immortel tout en n'étant plus là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire collective, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une réelle connexion avec les gens, on laisse un impact chez les gens qui vont faire en sorte que notre authenticité, notre contenu, notre savoir éventuellement, ou notre façon d'être et de faire, va avoir tellement impacté les gens qu'on continue à perdurer à travers eux. Et en fait, c'est ça, on continue à être présent, donc on continue à être en relation avec, malgré le fait qu'on ne soit plus là. Donc, plein de possibilités, en fait, vis-à-vis de cette étape de vie, puisque ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'on pense beaucoup, on appréhende beaucoup une étape de la vie. On essaye même de l'occulter ou même de lui donner des teintes particulières qui font moins peur. Pour la bonne et simple raison aussi, c'est que de toutes les choses qu'un être humain peut faire, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est appréhender, se familiariser avec la mort elle-même. Ce qui lui fait peur, c'est de côtoyer l'idée de la mort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, humainement parlant, physiquement parlant, la façon dont je fonctionne me permet d'appréhender le vivant. J'expérimente le vivant maintenant. Je me sens dans mon corps, j'explore mes sensations, je me sens respirer, je sens mon cœur battre, je peux penser, je peux projeter, je peux me souvenir, je peux être. Et au final, même, je suis. Même si on pourrait voir que le jeu est très intéressant en tant que tel. Ce qui devient confrontant, déjà, c'est notre proximité de la mort, c'est-à-dire assister à quelqu'un qui meurt, c'est-à-dire constater que la personne qui est là n'est plus. C'est-à-dire que les battements de cœur que je sentais sur moi quand je touche cette personne-là, ils n'y sont pas. La chaleur que mon corps émane de parce que je suis vivant, cette personne-là ne l'émane plus. La faculté de parler, de manifester l'esprit de la personne n'est plus, elle est inerte. Donc tout de suite, on se retrouve confronté à quelque chose que le mental ne peut pas appréhender. Il est confronté à une opposition difficile pour lui. Pire encore, qu'est-ce qui se passe après? On a un tel besoin de se sécuriser que, bizarrement, toutes les cultures ont exploré, on va dire, le après. Alors il y a tout un domaine de croyance, il y a tout un domaine de culture, il y a il y a toute une hiérarchie dépendamment de la société, de la religion, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est quand on s'amuse à aller expérimenter les points communs qu'il y a entre toutes. Et explorer aussi toutes les divergences. Qu'est-ce qui y a en commun? Bien, bizarrement, il n'y a plus grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que on a tellement peur et on a tellement une envie de ne pas perdre, comme on voyait tout à l'heure, en fait, on est tellement attaché à nos habitudes que finalement, on va essayer de transposer ça pour après, pour faire en sorte que ce soit une forme de récompense, soit une forme de retour, soit une forme de cycle sans fin éventuellement. La difficulté qu'a l'être humain aujourd'hui vis-à-vis de ça, il est très simple. C'est que pour l'être humain, il a encore une fois de la difficulté à appréhender un état qui ne fait pas partie de lui, dans le sens où, étant donné que je suis vivant, je peux appréhender le vivant. Étant donné que je suis vivant, je ne peux pas appréhender un état qui n'est pas vivant en tant que tel, puisque je ne peux pas vivre moi-même cette expérience. Puisqu'une fois que je serai mort, n'étant plus vivant, je ne peux pas réfléchir et je ne peux pas ressentir. C'est un peu notre paradoxe. Donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions, on va dire, autres pour nous amener plus loin dans cette forme de familiarité et dans cette forme de sécurité. C'est plate, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc l'idée, c'est pas de dire, de toute façon, il n'y a rien après. Parce que techniquement, on ne le sait pas. Et là, le but, c'est pas de tomber dans la généralité. C'est parce que ça, c'est le piège de l'être humain. On a tellement l'habitude de faire des généralités, c'est qu'on prend pour acquis, on prend pour soi les expériences des autres. Donc on le voit dans le domaine du vivant, mais on le voit aussi le plus souvent dans le domaine de la mortalité en tant que telle, ou de la spiritualité, slash de la religion, parce que là, bizarrement, il y a une espèce de
de grosses zones d'ombre qui fait en sorte qu'on peut faire de gros amalgames là-dedans, alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux passer du temps à essayer d'appréhender un état qui m'est physiquement et spirituellement impossible d'atteindre aujourd'hui, à moins d'être dans une expérience, on va dire, accidentelle ou de mort imminente ou de cas particulier, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on est dans l'expérience, versus une situation où on est bien vivant et où on essaye de se projeter, on va dire, dans un état qui fait que normalement, dans cet état-là, on n'est pas vivant, on est mort. Donc, c'est pas possible, c'est juste de l'imaginaire. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, ok, comment je vis la vie en tant que telle? Et comment je peux moins bien appréhender la vie aussi en tant que telle dans celle-ci? C'est ce qu'on va appeler l'absence de soi. C'est-à-dire, je suis tellement parti dans ma tête que je ne suis plus dans l'expérience de la vie. Et à ce moment-là, je m'oublie. Et à ce moment-là, je me déconnecte de moi-même. Et ce n'est pas faire un voyage ou quoi que ce soit, c'est juste le mental qui a pris le relais et qui vous amène dans son univers à lui. On est dans l'imaginaire, on est dans les fonctions mentales particulières. C'est pas une évasion, enfin, c'est une forme d'évasion, mais on est toujours là. Mais là, ce qui est différent de ailleurs. J'irai pas effectivement dans tout ce qui est voyage à ce niveau-là, parce que c'est pas mon domaine d'activité et c'est surtout qu'il y a trop de données contradictoires qui permettent d'avoir une idée, on va dire, vraiment concrète des choses. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment nous, on agit au quotidien. Donc on fait toujours le même point avec la gestion de notre quotidien, c'est-à-dire est-ce que, avant de vouloir appréhender la mort, est-ce que je peux appréhender ma vie? Déjà. Est-ce que, au lieu de vouloir préparer ce qui va se passer après, je pouvais déjà être là maintenant et m'améliorer maintenant? Est-ce que, parce qu'on le voit souvent dans le bouddhisme, et c'est ça que je trouve passionnant et à la fois un petit peu déroutant, c'est que beaucoup de gens se disent bouddhistes, donc déjà ça pose souci parce que dans les faits il n'y a aucune pratique derrière, mais c'est surtout que on verra la vie prochaine, puisqu'il y a la notion de réincarnation aussi. Bon, la notion de réincarnation aussi, il faudrait la discuter, parce que quand on est vraiment dans l'étude des textes, on s'aperçoit que c'est moins aussi sécurisant qu'on voudrait le voir en Occident, c'est bien pire même. Mais le piège, il est là. Pourquoi attendre la vie prochaine? On est vivant maintenant. On est en train de se dire que je le verrai la vie prochaine. Mais pourquoi à la place, je ne pourrais pas le faire maintenant? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, ici et maintenant, vivre? Plutôt que m'inquiéter de ce qui se passera après, déjà. Ensuite, ce qui va être intéressant, encore, c'est comment on peut améliorer la qualité de la présence de celui qui éventuellement s'en va. Ça pourrait être intéressant. C'est de l'accompagnement aussi, accompagnement en fin de vie, comme on pourrait appeler. Bien des questions. On cherche dans ces moments-là à sécuriser notre état, notre mental aussi, puisque pour une fois, il se retrouve confronté à une réalité. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de la réalité versus la réalité. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Comment je suis en train de le vivre? Et ça, ce n'est pas des questions qui amènent une réponse mentale, réflexive, mais on veut juste une expérience. C'est-à-dire, est-ce que je peux me rendre disponible pour cette expérience-là? Est-ce que là, maintenant, je peux écouter, ressentir cet état, cette situation? Est-ce que, comment je peux appréhender le vivant? Ça fait quoi d'être vivant, déjà? Si je suis en fin de vie, connu, hein, pas âgé juste, mais en fin de vie, je sais que voilà, c'est une question de temps, c'est comment est-ce que je me sens? Plutôt que comment j'aimerais me sentir versus comment je me sentais à l'époque, c'est comment je me sens là, maintenant, ici, dans ce corps, dans cette dynamique-là. Et aussi ceux qui sont en train de partir aussi, c'est comment ils peuvent faire l'expérience du départ en tant que tel, sans s'accrocher désespérément à un état qui n'est plus. Ça, voilà, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça qu'il existe beaucoup de méditations qui sont des familiarités avec la mort. C'est-à-dire, est-ce que pendant un moment, on peut mourir à soi-même? C'est-à-dire,
Quand on fait une observation concrète de soi, de notre évolution dans le quotidien, on s'aperçoit que celui qu'on était hier, par la modification de notre état d'esprit, par notre ressenti corporel, par nos émotions du moment, par nos croyances du moment, par tout un tas d'événements intérieurs et extérieurs, on s'aperçoit qu'on n'est plus celui qu'on était hier déjà. C'est une forme de conscientisation de je suis mort à moi-même. Hier, je ne suis plus celui que j'étais. Donc il y a une forme de renouveau. Donc c'est-à-dire que ce qui est là aujourd'hui, c'est plus ce qui était hier. C'est autre chose. Donc c'est un autre état. Est-ce que cet état-là, il est juste d'une journée sur l'autre ou est-ce qu'il est plus fréquent que ça? Quand on passe d'une humeur massacrante, par exemple, à une autre, est-ce que on s'aperçoit du changement et on s'aperçoit que cette émotion-là s'est peut-être éteinte temporairement, hein, puisqu'on est dans le domaine de l'émotionnel et du conceptuel, ça s'est éteint, puis ça passe à autre chose, puis elle renaîtra à un autre moment, dans d'autres circonstances. Donc c'est ça qui est toujours intéressant. On a affaire à des cycles. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on ne peut pas se soustraire à ces cycles. À aucun moment. Rien dans l'univers ne se soustrait à ces cycles-là. Que ce soit la naissance, donc l'apparition, l'évolution, l'apogée, le déclin et la mort, ou la transformation au choix. Tout, absolument tout, est régi par ces lois. Il n'y a pas d'échappatoire. La seule chose qui va nous causer, on va dire, nous induire une erreur, c'est la notion de durée de ces choses-là. L'espérance de vie d'un être humain, on va dire, en moyenne, c'est 80 ans, 90 ans, on va dire, de notre époque. La durée de l'univers, c'est 7 milliards d'années et quelques, sauf que la magie de la science, on s'aperçoit que ce n'était pas figé, il y avait sûrement un rebond, donc il y avait eu un univers avant, donc ça veut dire que ça vous la porte à d'infinies possibilités, et ça donne la porte à d'infinies possibilités aussi de l'autre bord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une idée peut sembler plus pertinente qu'une autre, au détriment de l'expérience en tant que telle? On cherche à privilégier l'expérience, non pas celle de l'autre et du voisin, mais la sienne, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se familiariser un peu plus avec ce qui est là. Donc l'idée, elle est là. Au niveau de la mort, c'est un concept de changement d'état et de celui de l'objet qui subit la mort en tant que tel, qui vit la mort, donc qui vit cette transformation, et de nous qui assistons à ça. Donc nous assistons en temps réel au changement d'état de quelque chose, et celui qui vit l'objet, ou la personne qui meurt en tant que telle, vit de l'intérieur ce changement d'état aussi. Sauf que lui, il continue son expérience, entre guillemets, en temps réel du changement. Là où il est rendu, ça lui appartient, et qu'est-ce qu'il peut nous en dire? On ne le saura jamais, quasiment. Et nous, par contre, on peut vivre l'expérience donc du point de vue observateur et non pas se mettre à la place de l'autre pour voir ce qu'il vit, entre guillemets, mais au contraire, de garder notre place, puis d'être au plus près de ce que nous vivons. Qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Comment ça se vit? C'est une expérience de vie, comme d'habitude. La réflexion, techniquement parlant, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'expérience vivante. Oui, elle va être souffrante. Mais quand on s'y attarde un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas de la souffrance. C'est au contraire une forme de libération. C'est une libération contrairement à un attachement profond à quelque chose qui est la plupart du temps pas là. Et donc ça, on n'aime pas le voir. Mais quand on s'habitue à voir ce qui est réellement là, finalement, on est moins enclin à souffrir de ça. Parce qu'on sait profiter de toutes les choses de la vie, de la meilleure des choses, de la meilleure des façons possibles, et que ce soit le plus éducatif possible. On cherche à apprendre. C'est ça qui va devenir intéressant. Donc, par rapport à la mort, c'est ça. Je dirais principalement, c'est une façon de s'appréhender soi-même. C'est une façon de se familiariser soi-même, soit avec son propre état, soit avec l'état de notre environnement ou d'un proche, ou d'une situation, ou d'un objet, comme on a vu.
Euh, on va pouvoir constater le niveau d'attachement qu'on a aux choses. On va pouvoir constater la façon dont on appréhende les choses, comment on saisit les choses, comment on les empêche d'évoluer, on les empêche d'être elles-mêmes pour que ça puisse nous sécuriser et que ça puisse nous conforter dans nos idées et dans notre façon de se sentir bien. Ce qui est un peu au détriment de la réalité et du flot de la vie. C'est notre façon d'appréhender l'inconnu. On ne sait pas ce qui s'en vient après. Donc, est-ce que ça ne serait pas une occasion particulière pour justement mieux appréhender, mieux profiter de ce qui est là, ici et maintenant? Donc, comment la mort, finalement, ou l'idée de la mort, peut teindre plus sereinement notre qualité de vie ici, maintenant? Puis, c'est pas forcé que ce soit tout le temps et en permanence. Est-ce que juste une fois, quand j'y pense, ça me permet de me dire, ok, j'étais parti. Est-ce que je peux être là? Est-ce que je peux vivre? Ça donne une nouvelle teinte à la notion de vivre, réellement, au quotidien. Est-ce que ce qu'on fait dans notre quotidien nous fait vibrer, nous fait vibrer? Ah, je vous ai mis les deux en même temps. Vivre et vibrer en même temps. Vibrer. En fait, l'idée, elle est là. Est-ce qu'on peut être vivant à notre quotidien plutôt que d'être passif à lui et espérer que ce soit mieux demain, sachant que, encore une fois, le demain n'est jamais garanti. Et quand se déroule l'inévitable, finalement, on se dit « Ah, j'aurais dû en profiter ». Ben oui, mais on le savait, mais on l'a oublié. Donc c'est un exercice de tous les jours de revenir dans le maintenant pour mieux vivre cette expérience. Pas l'analyser, la ressentir réellement. Comme d'habitude, vous avez la possibilité d'avoir des questions, donc si vous en avez certaines, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Même sinon, vous pouvez les mettre dans les commentaires après et je les répondrai dans la journée ou dans les semaines qui viendront. Il y a aussi 3 questions qui me sont posées régulièrement, que ce soit dans les accompagnements ou du moins dans les sessions de méditation guidée. La première, c'est pourquoi est-ce qu'elle me fait autant souffrir, sachant que je ne suis ni moi-même en fin de vie, ni à proximité d'une personne en fin de vie. Alors, c'est un thème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est vraiment la notion du à quoi suis-je réellement attaché et à quoi je suis attaché outre mesure, c'est-à-dire au détriment de ce qui est, du cycle en lui-même. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire aujourd'hui, je me fais souffrir vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas là. Première étape. C'est-à-dire je suis en train d'aborder une thématique qui n'est absolument pas présente, ni dans un environnement proche, ni dans un environnement éloigné, ni dans rien qui me confronte au quotidien. Donc déjà, je suis en train de prendre en charge une situation qui n'est pas là, et en plus qui m'amène à vivre des états émotionnels particuliers, puisqu'ils m'empêchent d'être réellement là à ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est un peu gros, hein, mais c'est tout simplement, encore une fois, c'est au lieu de partir loin, mentalement, est-ce que je peux être là, juste là? Et ça va faire une grosse différence déjà, parce que j'ai envie d'être juste là. Parce que je suis là, je ne suis pas ailleurs. Est-ce que j'ai besoin de penser à comment je vais être ou comment ce sera mes derniers instants? Mais ce n'est pas mes derniers instants pour l'instant. Alors philosophiquement parlant, si, mais mécaniquement parlant, pour l'instant, non, je suis en train de vivre quelque chose. Est-ce que maintenant, je peux me rendre disponible pour ce que je suis en train de vivre tout de suite? C'est-à-dire là, par exemple, quand vous êtes en train de m'écouter, est-ce que vous êtes conscient de votre corps? Est-ce que vous êtes conscient de votre respiration? Est-ce que vous êtes attentif à toutes les petites sensations qui se baladent dans votre corps, qui cherchent à attirer votre attention? Ou est-ce qu'au contraire, le corps est comme coupé et vous êtes vraiment dans une forme d'analyse de ce que je suis en train de dire? C'est ça qui va être intéressant. Donc le but, c'est de ne pas appréhender les choses, mais c'est de les vivre au moment où elles se présentent. Ça libère le mental de bien des affaires. Il y en a une autre, c'est un refus catégorique d'abandonner les siens, de peur de les faire souffrir. C'est que faire? Alors, là, on va rentrer dans le domaine du moins facile. C'est leur souffrance. Chacun sa souffrance. On va être présent à l'autre pour expérimenter
la souffrance, mais à partir du moment où elle a lieu d'être. Si elle n'a pas lieu d'être, comme la question précédente, c'est-à-dire est-ce que c'est une anticipation, aucun intérêt. Si c'est une situation présente, là ça a de l'intérêt par contre, puisque ça nous permet de voir, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je suis en train de le vivre. Alors, encore une fois, je le nomme, mais ce n'est pas une question que je réfléchis, c'est une question qui amène une expérience, c'est-à-dire comment est-ce que je suis en train de le vivre. Donc là, par exemple, c'est comment est-ce que vous êtes en train de vivre l'expérience de m'écouter. C'est-à-dire vous vous observez de l'intérieur, vous prêtez attention à ce qui se passe au niveau du corps. Comment vous vivez cette expérience-là. C'est-à-dire vous laissez le corps émaner différentes sensations, différentes émotions éventuellement. Ça peut générer de la pensée aussi, mais on ne cherche rien. On veut juste laisser monter une expérience. Et on veut juste laisser notre attention observer ce qui est là. Et donc c'est ça, c'est... si on pense, encore une fois, au cycle auquel on est soumis en tant qu'être humain, si on respecte, entre guillemets, la loi des choses, c'est-à-dire que les parents partent avant les enfants, etc. Mais même là, encore une fois, ce n'est pas une loi immuable, puisqu'on a bien vu au travers de l'histoire et du vivant que ce n'est pas forcément dans ce sens-là que ça se passe. Il va forcément y avoir une distanciation à un moment. Il va forcément y avoir une séparation. Il va forcément y avoir une perte à un moment. Est-ce que on pourrait l'expérimenter, on va dire, virtuellement avant? C'est-à-dire appréhender cette situation éventuellement d'une manière, ok, comment on vit notre attachement? Comment on vit la présence de l'autre? Comment on vit notre présence à nous-mêmes, par exemple, aussi? Comment on vit tout court? Comment on vit? C'est tout un tas de questionnements. Non pas, j'insiste toujours sur, on ne veut pas une réponse comme « ah ben je vis comme ça ». Non, non, c'est parce que comme ça, c'est un développement de concepts et d'idées, voire même de croyances. C'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est comment je vis. Là, c'est cette expérience-là, corporelle, qui m'intéresse. Et uniquement que celle-là. Comment cette expérience-là se change quand, effectivement, je côtoie une personne que j'apprécie ou une personne que je n'aime pas. Quand je côtoie une personne qui me conforte ou au contraire une personne qui souffre. Comment est-ce que cet état-là se modifie à proximité d'une personne en fin de vie? Comment est-ce que je réagis, comment mon corps réagit quand je pense à une personne qui est partie récemment ou de longue durée? Est-ce que l'intensité de la relation, comme on disait tout à l'heure, a changé? Ou est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est absente? Est-ce qu'elle est viscérale ou est-ce qu'elle est juste rendue mentale, puis c'est comme en phase d'oubli? Plein de questionnements, non pas mentaux encore, mais vraiment viscéraux. C'est vraiment passionnant d'explorer la façon dont on appréhende le vivant. Et donc par l'occasion, comment on appréhende la mort aussi. Puisque la mort, pour l'instant, c'est uniquement, dans une terminologie qu'on connaît, c'est uniquement une absence du vivant. Ben oui, parce qu'on prend une personne vivante, puis on prend une personne décédée juste à côté, techniquement parlant, dans les deux cas, elles sont composées exactement de la même manière. La seule chose qui change, c'est le souffle. Ce qu'on appelle le souffle en énergétique et en philosophie, notamment en Orient, c'est, certains vont appeler ça l'âme, pour d'autres, ça va être juste le souffle de vie, c'est ce qui va être l'impulsion de vie. Ce que l'être humain, d'ailleurs, est incapable de créer en lui-même. Il est capable de le reproduire, mais il n'est pas capable de le générer en lui-même. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est explorer ce qui est là, c'est explorer le vivant, se familiariser avec ce qui est. J'aime bien, des fois, on cherche toujours à rajouter des étapes dans la construction, mais des fois on dit je cherche à être ça ou ci, mais en fait, à aucun moment on se dit est-ce que je peux être. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent en accompagnement, c'est je suis pas ceci, ou je suis cela, ou il me faudrait être ceci. Ok, mais à la base, le jeu qui est là, ce qui est, c'est quoi? C'est ça qui va devenir une curiosité dans laquelle on devrait passer du temps. Plutôt que vouloir être quelque chose pour d'autres,
qui n'a pas de sens, puisque finalement ça ne sera jamais satisfaisant et ça sera une course effrénée sans fin, plutôt que d'aller explorer soi-même ce qui définit à la base ce qu'on voudrait en plus. Bon, après ça appartient à chacun, on va dire. Mais si vous voulez, où on pourrait aller, c'est une pratique méditative que je pourrais conseiller, du moins, qui revient régulièrement dans les textes, quelle que soit d'ailleurs la philosophie auquel elle est tirée. J'en ai parlé un peu indirectement tantôt, c'est comment est-ce que je vis la pensée de la mort. Alors, on va la faire très simple. C'est si je pense à la mort, quelle que soit sa forme, hein, ça peut être d'un objet ou d'une personne, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça émane? Qu'est-ce que ça a le goût de diffuser? Qu'est-ce que ça fait réagir? Quelle partie de moi cherche à manifester une partie ou un élément ou une information quelconque? Qu'est-ce que ça fait de ressentir ça? Et comme toujours, on ne veut pas une réponse mentale, on veut une expérience du corps, c'est-à-dire comment est-ce que je vis la pensée de la mort? Comment mon corps réagit à cette pensée-là? Qu'est-ce qui se passe quand j'aborde cette notion-là? Est-ce que je suis fébrile? Est-ce que je suis triste? Pourtant, je suis dans une notion purement généraliste, je ne pense à rien ni à personne. Qu'est-ce que je vis? Comment est-ce que je le vis? Est-ce que je peux me familiariser avec cet état-là de découverte, d'écoute, de familiarité? Et c'est ça qui va nous amener à mieux observer ce qui est là. Ou au contraire, ce qui n'est plus là. Ce qu'on avait l'habitude d'avoir peut-être à une certaine époque. On va peut-être conscientiser qu'il y avait des choses qui étaient évidentes pour nous ou qui étaient absolument nécessaires pour notre fonctionnement ou nos croyances et qui finalement ne sont plus là et sont peut-être même hors de propos, n'ont plus de raison d'être. Alors qu'avant, on se serait battu bec et ongle pour démontrer leur résistance, leur intérêt et puis leur véracité. Puis aujourd'hui, ça n'y est plus. Donc on a fait un cycle, on n'est plus là, elles sont déclinées, elles sont mortes en tant que telles, elles sont recyclées en autre chose, puisque cette énergie-là, cette dynamique-là se recycle en quelque chose d'autre. C'est ça qu'on va vouloir observer et se familiariser avec. Plus on va garder en tête une idée, soit à occulter, soit idéalisée, plus elle va nous faire souffrir. Deuxième idée, plus l'attachement est fort, plus la souffrance est forte. Est-ce qu'on pourrait être présent à l'autre dans une forme de neutralité? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent, ça ne veut pas dire que la relation n'a pas de sens. Au contraire, elle a tout son sens. Je suis là pour l'autre et je suis réellement là pour l'autre. Ce n'est pas une idée que je mets là pour l'autre. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin là-dedans? Est-ce qu'il y aurait d'autres concepts à voir? On pourrait en parler pendant des heures et des jours en tant que tel, puisque chaque culture, chaque société, chaque philosophie a sa perception de cet état-là. Ce qui, moi, me semble plus important, c'est comment nous la percevons à notre niveau, à notre échelle, comment les choses changent d'une époque de vie à une autre. On pense pas, on vit pas la mort de la même manière quand on est ado, quand on est adulte, quand on est plus âgé ou quand on est aux portes de la mort en tant que tel.
Pour anecdote, il y a eu un moment où je travaillais aussi avec des gens en fin de vie, et deux choses venaient régulièrement en tête de liste. C'est ceux qui vivaient leurs derniers instants noyés dans le regret, parce qu'ils n'étaient pas présents à leur vie. Ils ont tellement voulu pour plus tard ou pour les autres que finalement ils n'ont jamais été. Donc ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Être me permet de mieux appréhender ma réalité et donc ma relation. Et donc forcément, elle devient complète en elle-même. Puis ceux qui, eux aussi, sont dans la même situation de fin de vie, mais qui, pour eux, ils sont complètement en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réelle différence? La réelle différence, celle que moi j'ai eue en termes d'écho en tant que tel, euh, c'est qu'ils ont fait le maximum dans leur vie pour être présents à eux-mêmes, pour être présents aux autres, pour être disponibles pour ce que la vie leur apportait à ce moment-là. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, on voit régulièrement ça. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est juste la façon dont on l'appréhende qui définit si c'est considéré comme bon ou mauvais. Pour moi, ça va être une excellente chose. Pour vous, peut-être ça sera une des pires choses qui pourraient arriver. Et peut-être que dans quelques années, une des pires expériences que vous avez vécues à un moment est devenue la plus belle des opportunités que vous avez vécues. Donc c'est toujours une question de point de vue. Et donc ces gens-là qui me disaient non, non, mais c'est parce que moi je suis prêt. Non pas que je désire partir plus vite, parce que j'ai toujours quelque chose à vivre maintenant, mais j'ai pas de regrets. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Moi j'ai juste envie de dire waouh, c'est parce qu'on a tellement à apprendre à ce niveau-là. Plutôt que de vivre dans le regret, que ce soit aux portes de la mort, ou que ce soit même dans notre quotidien, est-ce qu'on peut être là? Qu'est-ce qui nous empêche d'être là? Et si ce qui nous empêche d'être là, c'est notre mental, c'est quelles actions on peut mettre en place pour faire en sorte d'être de moins en moins graduellement dans ce mental-là, pour être plus dans le vivant, plus dans l'expérience. Parce que quand on est dans l'expérience, il se passe plein de choses assez sympas, plein de découvertes, plein de situations saugrenues. C'est quelque chose d'assez amusant et drôle pour certains. Euh, on, on voit que dans la pratique méditative, à un certain niveau, on a ce qu'on appelle l'autodérision qui apparaît. On rit de beaucoup de choses, on se moque de beaucoup de choses, non pas des autres, mais de soi, parce que ça nous permet d'avoir une distance vis-à-vis des choses. Et ça nous permet d'être plus léger face à des événements qui, par peur, par crainte, par anticipation, seraient considérés comme beaucoup plus mauvaises, nocives et négatives, alors qu'en fait, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment des thématiques qui sont, à mon sens, hyper intéressantes parce qu'elles nous permettent d'explorer différents états de nous-mêmes et nous permettent d'avancer dans l'exploration de soi. On ne veut pas des concepts, on ne veut pas des idées, on ne veut pas des réflexions en tant que telles. On veut en premier lieu une expérience corporelle. Quand je mange mon plat préféré, je suis pleinement dans la saveur et dans ce que ça me fait vibrer, dans ce que ça me fait vivre. Je ne suis pas en train d'analyser que ça c'est du sucre, ça c'est du sel, ça c'est tel goût, ça c'est telle chose. Rarement, du moins pour ma part et pour la plupart des gens. Même chose, vous êtes en train de profiter d'une situation quelque part à l'extérieur. Est-ce que vous êtes en train de l'analyser ou est-ce que vous êtes pleinement en train d'en profiter d'un point de vue physique? C'est ça qui va être passionnant et pertinent, à mon sens. Après, chacun fait comme il veut. Mais la question que j'aime poser régulièrement, c'est est-ce que ma pensée, ma réflexion, m'a déjà permis d'être plus heureux ou pas? Sur ce, je vous souhaite bonnes expériences. J'aimerais remercier tous ceux qui sont présents et qui me posent des questions régulièrement, que ce soit avec les thématiques que j'aborde durant les lives ou que je réponde durant les posts sur Facebook ou sur les articles sur mon blog. Pour ceux qui sont intéressés pour la méditation, vous avez plein de possibilités. Vous avez accès à la bibliothèque des savoirs sur mon site. Tout en bas de la première page, vous avez accès à tout un tas de philosophies, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme ou le zen, que vous ayez envie d'explorer des méditations. Donc vous avez la possibilité de le faire. Il y en a un audio maintenant que je publie tous les mercredis soirs. Sinon, vous avez des méditations écrites. Donc vous avez juste à le lire une fois, puis à vous laisser aller dans l'expérience. Donc vous avez tout là-dessus. Vous avez des vidéos inspirantes et des musiques inspirantes, donc vous avez largement de quoi passer du bon temps, on va dire.
Sinon, pour ceux qui veulent une participation un petit peu plus active en termes de méditation, pour les quelques semaines qui s'en viennent, du moins jusqu'en fin juin, j'offre 6 créneaux de méditation par semaine. Donc c'est le mardi, jeudi et dimanche à midi et à 18h. L'avantage du créneau de midi, c'est que ceux qui sont en Europe peuvent participer puisque eux, il sera 18h. Donc c'est ouvert à tout le monde. J'ai que 6 places par session, donc c'est toujours interactif. Le but, c'est de répondre au mieux à vos questions et surtout d'expérimenter des choses qui soient en lien avec une thématique précise ou une thématique que vous avez besoin. Donc si ça vous tente, vous savez où me trouver. Et la nouveauté, c'est que maintenant, elles sont sur donation volontaire. Donc voilà, c'est un accès à tous à ces moments de pratique et de discussion et d'échange. Bien évidemment, pour ceux qui sont moins fans des groupes, vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc là, à ce moment-là, c'est un accompagnement individuel. Donc vous avez accès sur mon site aussi. Tout se fait par Skype, bien évidemment. Et j'aimerais remercier aussi tout ce qui est, toutes les personnes qui font des dons volontaires aussi, tout simplement pour soutenir ma production de contenu. Que ce soit les Facebook Live, les articles par semaine, les méditations que je publie, les vidéos annexes, et tout le temps que je passe pour passer justement de nouveaux textes sur mon blog, etc. Donc merci à eux, merci à vous quand vous me soutenez de cette manière-là, parce que même si ça fait un petit effort pour vous, pour moi ça fait beaucoup, et ça me permet d'aller un petit peu plus loin pour aller dans la vie de continuer. Donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt, bonne journée, bonne semaine, bye.